Quel est le statut actuel du cycle haussier de l'or alors que le métal jaune se négocie à proximité des 3000 $? Peut-il aller plus haut cette année ou au contraire, son cycle haussier vieux de 10 ans est-il en phase d'épuisement? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous allons parler du gold. Le gold qui se négocie autour des 3000 $, à proximité des 3000 $ l'once d'or. Le gold qui, il y a un an, donnait un méga signal haussier en faisant une cassure technique haussière de son ancien record historique et à 2075 $ l'once d'or. Depuis, le marché a progressé de 40%, un vrai bull run du cours de l'or, porté par un certain nombre de données fondamentales et pas seulement la prime de risque géopolitique. Et naturellement, alors que le marché évolue sur de nouveaux records historiques ou à proximité, la question se pose de savoir est-ce que les 3000 $ seront la barrière définitive de ce cycle haussier? Peut-il aller plus haut alors que de nombreux objectifs techniques ont été dépassés? Donc je vous refais mon point habituel sur le cours de l'or, comme j'essaie de le suivre ici de manière régulière. Nous allons faire ça de manière organisée. Tout d'abord, première partie, un gros point technique. Où en est l'or sur le plan technique? Alors que clairement, il est en surachat, mais le surachat n'est pas... alors, le surachat, bien sûr, est souvent antérieur à un renversement baissier, mais ce n'est pas suffisant. Donc, où en est-il? Où en est ce surachat? Où en sont les cibles techniques théoriques? Y a-t-il des signaux d'alerte? Bref, le cycle haussier de l'or est-il en phase d'épuisement ou au contraire toujours dans une ferme maturité? Deuxième partie, il faut étudier les fondamentaux. Oui. Si par exemple, imaginons, vous trouvez des signaux d'épuisement technique sur le cycle haussier de l'or, il faut se tourner du côté des fondamentaux. Les facteurs, certains sont-ils en cours d'épuisement, d'autres vont-ils au contraire reprendre de l'énergie? Y a-t-il des signaux contradictoires? Donc on se refait un tour d'horizon illustré de tous les fondamentaux du cycle haussier de l'or. Bien sûr, dans la première partie, j'aurai couvert l'analyse technique du cours de l'or et je vous donne aussi en conclusion mon point de vue technique rapide sur l'argent, le platine et le palladium. Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle édition du Fast and Forex avec un point sur l'or en bourse. Allez, c'est parti les amis, nous allons parler du cycle haussier de l'or, l'or à proximité des 3000 $. Est-ce qu'il peut pousser un peu au-dessus? Est-ce que c'est terminé alors que des signes techniques apparaissent? Tour d'horizon des fondamentaux, écoutez, c'est parti. Et oui, alors je me suis fait une petite contracture à l'omoplate gauche, garantie que c'est pas agréable. Une bonne petite contracture à l'omoplate gauche qui est en train en fait de remonter. Donc du coup je chauffe, j'essaie de tout chauffer pour pas que ça s'étende trop. Et voilà, trop d'activité sportive, je me suis fait ça en faisant des pompes, ça a claqué, enfin bon bref. Les amis, la vie est belle. Mais clairement la vie est belle. Chaque matin je me lève, je me dis que la vie est belle. C'est vrai en plus. Alors, le statut du cycle haussier de l'or à proximité des 3000 $. J'ai donné le plan dans l'introduction, et donc c'est parti, 3 parties. On va commencer par une partie analyse technique, une partie sur les fondamentaux, et puis je dirai un mot rapide sur l'argent, le palladium et le cours du platine. Bon, la question que tout le monde se pose, vous êtes probablement tous à l'achat sur l'or depuis des mois et des mois. En tout cas, si vous avez suivi mes vidéos, vous m'avez accordé votre confiance, un minimum, vous êtes à l'achat sur l'or et vous vous posez une question naturelle. Le cours de l'or est proche des 3000, est-ce que je revends tout? Est-ce que je garde? Bon. Est-ce que je remonte les stops? Vous savez quand on ne sait pas. Lorsque le marché est proche comme ça, un seuil important sur le plan technique. Est-ce qu'on ne sait pas quoi faire? Et que vous êtes à l'achat depuis longtemps, et que vous avez une belle plus-value latente. Et remontez les stops. Plutôt que soit tout vendre, soit rien faire, remontez le stop de protection. Alors justement, regardons les choses sur le plan technique. L'or donne... Alors attention, je vais être très précis. L'or ne donne pas des signaux techniques de renversement baissier. D'accord? Le cycle haussier est là, je vais le reprendre. Mais il y a simplement des signes de fatigue, des signes d'épuisement, en termes de momentum, en termes de pontification. C'est souvent un préalable pour une fin de cycle haussier, mais ces signes d'épuisement peuvent durer, et ne donnent pas le timing précis, d'accord? Donc je ne dis pas que 3000 $ va bloquer le marché. C'est possible comme ce n'est pas possible. Mais je tiens à mettre en avant
Déjà, où en est le gold? Alors, le cours de l'or est proche des 3000 dollars. D'ailleurs, au passage, nous sommes à peu de choses près, un peu après maintenant 3 ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et c'est important de comprendre que cette tendance haussière de l'or était relancée lorsque le marché a réalisé une cassure technique haussière de son ancien record historique. Et depuis, donc, il s'est apprécié de 40%. Donc voilà de quoi je parle. Vous avez ici un graphique sous les yeux à gauche qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires et à droite en données journalières. Et donc, si vous voulez, si vous reprenez donc, le cycle haussier de long terme de l'or, je vais d'abord passer ici en données mensuelles. Voilà, il y a eu une vraie accélération ici lorsque l'or avait donc cassé à la hausse son ancien record historique. Ça, c'est quelque chose d'important à noter. Et donc, suite à cette cassure technique haussière que nous avons bien couvert dans cette émission Fast and Forex, l'or a déployé 40% de hausse. Et donc, le voilà au contact des 3000 dollars, le voilà en haut d'une 5e vague d'une grande 5, et effectivement, en analyse fractale, eh bien, la vague 5 est la dernière. Maintenant, la question est de savoir, peut-elle s'étendre davantage? Va-t-elle se terminer à 3000? Est-ce qu'on peut pousser encore au-dessus? Est-ce que ça va à 5000? Est-ce que ça va à 10 000? L'or, la guerre, la risque géopolitique, bon, effectivement, mais l'or, il est cyclique, comme de nombreux marchés. Et l'or est coutumier de longues phases de pause, cycle, correction, cycle. Donc, attention à ne pas vous enfermer dans un marché qui ne cesserait de monter. Au contraire, il y a plusieurs fondamentaux qui jouent, il faut faire attention. Mais donc, effectivement, sur le plan technique, il y a cette appréciation de 40%, et donc les 3000 dollars qui sont en vue. Alors, avec une telle performance, l'analyse technique commence à donner des signaux d'épuisement. Alors, là aussi, je suis précis, je parle de signaux techniques d'épuisement et non pas de signaux techniques de top majeur. Tout d'abord, il est important de rappeler que les objectifs théoriques de cette grande vague 5 de long terme, donc c'est vraiment la grande vague 5 de long terme, celle qui a commencé à se déployer essentiellement dans sa force principale à la cassure de l'ancien record historique, cette grande vague 5 de long terme voit ses objectifs théoriques tous atteints et dépassés lorsque vous êtes sur une échelle arithmétique, mais lorsque vous êtes sur une échelle logarithmique, eh bien, les objectifs ont été pour beaucoup dépassés, mais pas tous. Donc ça, c'est la première chose que je tiens à vous montrer dans cette question de savoir est-ce que ce cycle haussier s'épuise. Je vais basculer ici sur un graphique en données mensuelles. Nous travaillons donc la vague 5, et ici j'ai mis un certain nombre d'extensions de Fibonacci qui donnent des cibles théoriques. Il n'y a pas le choix, hein, lorsque vous êtes sur un marché qui évolue sans historique de prix passé, puisque c'est le record historique, vous devez vous baser sur des objectifs théoriques. Alors effectivement, on est en surachat sur le RSI, en surachat sur l'indicateur de MACD, il n'y a pas encore potentiellement de divergence, mais nous sommes quand même sur des zones où clairement ce fut à l'époque des fins de cycle, mais on voit que ça peut prendre très longtemps. Ici, ça a commencé à être suracheté ici, la fin de cycle a eu lieu là. Bon là par contre c'était super propre, pile poil la même résistance, et on a corrigé. On n'est pas loin, donc voilà. Donc, alors en échelle arithmétique, toutes les targets théoriques ont été dépassées. Donc en fait, pour calculer une target de vague 5, soit vous faites des projections de vague 3 ou des projections du bas de la 1 au top de la 3 reporté au bas de la 4, notamment le 0,618, on peut pousser au 1 pour 1, grand max, une fois bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. En échelle arithmétique, c'est dépassé. Bon, on voit que ça avait un peu bloqué, c'est dépassé. Donc on se dit là, c'est en surchauffe quand même. Bon, je passe en échelle logarithmique, donc l'échelle arithmétique, c'est l'échelle additive, et l'échelle logarithmique, c'est l'échelle multiplicative. On raisonne en pourcentage, et finalement, les capitaux sont surtout exposés au pourcentage. Et là, eh bien, il reste un dernier objectif. L'objectif principal, c'était les 2450 $, il a été dépassé. L'objectif vers lequel on peut pousser grand max, c'est le 1 pour 1, c'est-à-dire 3200 $. Donc, en échelle arithmétique, oui, il est temps de prendre ses bénéfices. En log, non, on peut éventuellement pousser jusque-là, c'est-à-dire aller chercher un peu au-dessus des 3000. Mais donc, il faut avoir conscience que nous sommes dans cette zone quand même potentiellement de haut de cycle. Alors maintenant, ça c'est une chose, il faut regarder aussi le momentum, et effectivement, ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a la présence des toutes premières divergences. Alors attention, divergence prix-momentum, et divergence aussi sur le rapport entre l'évolution des positions institutionnelles, et je vais utiliser pour ça le Quote Report. Alors,
Les divergences, alors n'exagérons rien non plus, mais tout de même, nous sommes donc là aussi, en fait nous sommes en surachat sur tous les graphiques de long terme, qu'il s'agisse de l'horizon de temps hebdomadaire ou l'horizon de temps mensuel, et effectivement, sur l'horizon de temps hebdomadaire, j'ai cette cinquième poussée, donc la grande vague 5 se décompose en 5 vagues, nous sommes dans la 5 de la 5, donc c'est la finale. Maintenant, c'est jusqu'où elle peut pousser, mais nous sommes dans la 5 de la 5. Et il y a l'amorce, il y a les premières divergences. Il y a les premières divergences qui apparaissent alors que le marché est proche donc des 3000 $. Et quand j'enregistre la vidéo, il est proche des 2956 qui ont été marqués le lundi 24 février, 3 ans jour pour jour, déclenchement de la guerre en Ukraine. Bon, alors est-ce qu'on sera au-dessus quand la vidéo va être publiée? C'est possible, je ne sais pas. Je publie dans 24 heures, peut-être qu'un. Donc on verra bien. Mais peu importe, le raisonnement reste le même. Il y a effectivement l'approche des premières divergences. Et aussi, il y a une divergence importante, c'est dans le rapport au positionnement institutionnel. J'utilise ici les données du rapport Commitment of Traders, où effectivement, ce que l'on constate, c'est ici donc une divergence avec des prix qui font des plus hauts et une divergence dans le positionnement net institutionnel qui est quand même net acheteur, mais ça ne pousse pas au-dessus de ces sommets-là alors que le prix, lui, a poussé au-dessus de ces sommets-là. Et lorsque vous allez regarder la situation à plus court terme, eh bien, vous avez effectivement, donc je suis sur le positionnement institutionnel des asset managers sur les contrats futurs gold, et là aussi apparaît une divergence sur la position nette institutionnelle, qui est aussi largement net acheteuse. Donc, je ne dis pas que c'est le sommet, hein, loin de moi, c'est beaucoup trop tôt, mais ça diverge. Et les divs, ces divs sont présentes sur de nombreux indicateurs. Ça nous rappelle en fait que cette zone des 3000-3200 est potentiellement une zone de haut de cycle. Un cycle qui est quand même... Le point bas était fait en 2015. Ça pourrait être un point haut de cycle, un cycle de 10 ans. D'ailleurs, ici, le cycle avait duré 11 ans. Bon. Alors, est-ce qu'on peut pousser davantage? Ça va dépendre essentiellement des fondamentaux, mais ça me paraissait important de souligner déjà ces choses-là. Alors ensuite, ça c'est un peu plus anecdotique, mais vous avez aussi quelque chose qui est intéressant à surveiller, c'est le ratio Bitcoin-Gold. Bitcoin-Gold, qui lui est sur cette ligne de tendance. Effectivement, donc si le ratio Bitcoin-Gold devait casser ici par contre ce support, alors, ce serait plutôt un signal de faiblesse sur le BTC, hein, plus que vraiment un raisonnement à proprement parler sur le gold. Donc voilà, vous savez donc où on est sur le plan technique le gold, c'est une zone à surveiller. Maintenant, à ce moment-là, sur le plan des fondamentaux, ça va être difficile d'avoir un point de vue tranché, puisqu'il y a vraiment des signaux contradictoires qui sont donnés. Donc je vous ai mis ici tous les fondamentaux qui influencent le cours de l'or. Alors la première chose à savoir, c'est que pour déterminer si l'or est dans une situation de potentielle fin de cycle haussier, eh bien, qu'en est-il du dollar? Effectivement, il y a une corrélation inversée entre la tendance du dollar et celle de l'or, simplement parce qu'en général, lorsque le dollar flanche, les institutionnels peuvent aller chercher à se couvrir sur le gold. C'est un des facteurs qui joue, mais pas que. Et pour ça, il va falloir vraiment surveiller les statistiques américaines de l'inflation, de l'emploi, les perspectives de politique monétaire de la Fed, naturellement, la guerre commerciale. D'ailleurs, cette semaine, vous avez la publication des statistiques américaines de l'emploi, notamment donc le rapport NFP vendredi. Ça, ce sera donc très important. À un moment où justement le dollar américain face à un panier de devises, eh bien, est dans une structure ici qui commencerait à ressembler à une formation de renversement baissier. Mais il est beaucoup trop tôt pour dire que le dollar repart au sud. C'est tant qu'il se maintient au-dessus de ce niveau. Mais effectivement, la cassure de ce niveau, en lien donc avec les fondamentaux, donc en lien notamment avec la désinflation US qui semble réaccélérer selon Trueflation, la désinflation US qui d'ailleurs a repris selon le PCE lors des tout derniers chiffres qui ont été publiés fin février aux États-Unis, avec un algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la Fed, qui nous indique clairement que la désinflation va accélérer, notamment à partir des métriques du mois de mars. Alors attention, mars c'est publié en avril, il y a toujours ce décalage. Et naturellement, ceci agit aussi sur les taux d'intérêt du marché et en grande partie sur les perspectives de politique monétaire de la Fed. Quand est-ce que la Fed va reprendre ses baisses de taux? Et c'est bien sûr ça qui joue. Donc, effectivement, si vous avez pour un certain nombre de raisons
et je voulais notamment vous montrer sur le taux obligataire à 2 ans aux États-Unis, taux obligataire à 2 ans américain qui représente le mieux les anticipations de politique monétaire de la Fed. On a quand même aussi ici une structure de renversement baissier qui semble se mettre en place, où il faut casser ça. Mais effectivement, voir des taux d'intérêt du marché qui reprendraient la direction du sud et un dollar américain qui reprendrait la direction du sud, cela serait un facteur de soutien pour le gold et donc pourrait lui permettre de pousser davantage. Alors il n'y a pas que ça qui joue, il y a bien sûr tout l'aspect géopolitique. Il faut bien comprendre une chose, et en particulier le conflit en Ukraine. Alors cessez-le-feu, pas de cessez-le-feu, accord de paix, pas d'accord de paix, quelle place pour les États-Unis, quelle garantie de sécurité pour l'Ukraine, il y a énormément de facteurs qui vont jouer. Mais effectivement, l'incertitude économique, l'incertitude géopolitique a énormément contribué à la hausse de l'or sur les derniers mois. Et alors, la situation là reste extrêmement compliquée, et on peut y ajouter aussi la guerre commerciale. La guerre commerciale que vous allez retrouver davantage dans les mesures de l'incertitude économique, cette incertitude économique qui actuellement est au plus haut, la guerre commerciale, l'aspect géopolitique, du côté de l'incertitude géopolitique, ce sont des facteurs qui soutiennent le cours de l'or. Alors là, il faut justement être assez prudent par rapport à ça, parce qu'effectivement, en cas, nous n'y sommes pas, mais d'amélioration de la situation géopolitique ou des accords commerciaux entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, nous n'en sommes pas là non plus quand j'enregistre cette vidéo, cela pourrait aussi rendre difficile pour l'or de dépasser cette zone qui en plus est une zone technique d'objectif de cours majeur. Donc tout ça fait partie des choses à surveiller, mais imaginons une situation qui verrait les taux d'intérêt et le dollar baisser grâce à la désinflation. Ça, c'est un soutien pour l'or, mais en même temps, l'amélioration des conditions géopolitiques et économiques, eh bien ça enlèverait un soutien pour l'or. Du coup, voilà, en termes de balance, est-ce que ce sera suffisant alors pour aller plus haut, ou au contraire, la situation géopolitique s'améliorant, là c'est prospectif, eh bien cela enlèverait du soutien à l'or. Donc ce sont des choses qu'il faut surveiller, avec bien sûr la demande financière gold, qui passe par les ETF et qui, elle, est directement corrélée à la tendance des taux d'intérêt et du dollar américain. Et justement, d'un point de vue donc, des ETF, eh bien, au contraire, on voit que les ETF américains continuent de pousser dans le sens de la tendance haussière de l'or. Et les ETF américains sont, en termes d'asset under management, largement dominants par rapport à la valeur totale des ETF dans le monde. C'est plus de la moitié si vous ajoutez l'Europe, l'Asie et le reste du monde. Donc, il y a effectivement des signaux assez contradictoires qui sont notés, notamment aussi l'arbitrage vis-à-vis des autres classes d'actifs, l'aspect refuge. Effectivement, si par exemple le S&P 500 devait casser cette zone, devait casser la moyenne mobile à 200 jours, devait casser le gap et corriger davantage, ça apporterait du soutien à l'or. Mais au contraire, si on tient cette zone support, ça ne sera pas le cas. Il y a bien sûr aussi le rapport au Bitcoin avec cet important support à surveiller. Va-t-il céder ou pas? Et sans oublier toute la partie des banques centrales. Les banques centrales continuent d'acheter de l'or. La Chine s'était mise en sommeil, mais elle est repartie à l'achat sur l'or. Vous avez ici les données sur le World Gold Council, où on voit en 2024 qu'on retrouve la Banque centrale de Pologne. On comprend pourquoi, à proximité avec l'Ukraine, l'Inde et la Chine. La Chine qui, au 3e trimestre, avait arrêté d'acheter de l'or, mais qui finalement revient au 4e trimestre 2024. Donc, il y a toujours, d'un point de vue des banques centrales, un soutien à la tendance haussière de l'or. Et les banques centrales ont véritablement un rôle dans le soutien à l'or. Et c'est quelque chose que vous allez retrouver dans la catégorie Risk and Uncertainty. Donc voilà, ce sont des métriques ici qui sont importantes à surveiller. Et il y a même eu ici récemment donc une réaccélération de la contribution des banques centrales. Ça fait beaucoup de fondamentaux qui donnent donc des signaux contradictoires, sans oublier la demande physique d'or en Chine et en Inde. Et il y a un aspect important à surveiller, qui est l'aspect saisonnier. Et il semble qu'en fait, à partir de mars, avril, mai, la saisonnalité pour la demande d'or en Chine soit moins favorable. Alors là, vous voyez, nous sommes perdus avec beaucoup de fondamentaux qui donnent des signaux contradictoires.
et une analyse technique qui nous dit que nous sommes dans une zone qui pourrait être celle d'un haut de cycle, mais que potentiellement ça pourrait aller un peu plus haut que 3000. Enfin voilà, donc il va falloir surveiller ça de près, c'est ce que je ferai chaque semaine dans l'émission Fast and Forex. Je vous dis enfin un mot rapide sur l'argent, le palladium et le platine. Alors c'est essentiellement l'argent qui est corrélé à l'or, mais alors pour l'argent, c'est pas compliqué. Pour l'argent, potentiellement, on aurait fait la target ici déjà, mais ça reste haussier tant qu'on est au-dessus des 28-30 $. Voilà. Au-dessus des 28-30 $, ça peut pousser davantage. Par contre, clairement, si l'argent devait casser cette zone-là, il reviendrait ici, dans cet intervalle-là, et là, il serait mis sous pression. Du côté du platine, c'est un trading range, on est en plein milieu RAS, et le palladium, il est au bord du gouffre technique, mais en même temps sur cet énorme support pluriannuel, il ne rebondit pas pour autant. Il avait tenté de le faire, ce fut un piège. D'ailleurs non, en Ishimoku, regardez comme il est resté bloqué par le nuage. Le jour où le prix dépasse le Kubo Weekly, et là vous pourrez considérer qu'on a un bottom majeur. Ça c'est vraiment la compression entre ce support et cette résistance est à surveiller d'extrêmement près, ici, sur le cours du palladium. Voilà, chers amis, merci d'avoir été attentifs à cette vidéo sur l'or, et puis j'en ferai le suivi chaque semaine. Merci à tous.